Salut tout le monde, bienvenue à la vidéo de la semaine. Aujourd'hui, j'ai choisi de prendre le thème qui passe tout le temps proche, puis que finalement on ne prend jamais. Là, vous avez été vraiment numéro 3, numéro 1 cette semaine dans les votes. Alors, j'ai choisi le thème qui m'avait été suggéré par un membre qui s'intitule « Est-ce qu'on devrait avoir une job pour la stabilité, la paye, les conditions, ou on devrait avoir une job pour se réaliser? » C'est extrêmement intéressant, c'est très juteux, c'est qu'on va prendre notre temps. Donc, assisez-vous. Ça, c'est mon ami Michel Gagné qui avait dit ça. On tournait des petits films en VHS quand j'étais au secondaire. Puis, on improvisait des scénarios, c'est sûr, on n'écrivait pas ça. Puis, tout à coup, on monte, puis on faisait des personnages. Puis, là, il est là. Puis, il nous accueille dans la cuisine chez ma mère. Puis, assisez-vous. Il faisait par exprès, mais moi, je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué. Assisez-vous, je trouve ça très drôle. Donc, assisez-vous confortablement. Et on part. D'abord, je vais commencer par un témoignage, c'est-à-dire que je vais vous parler, moi, qu'est-ce que j'ai choisi, qu'est-ce que j'ai fait. Je résume ça souvent par une phrase que vous m'avez peut-être entendu dire, c'est-à-dire « j'ai choisi de ne pas choisir ». Pour toutes sortes de raisons, je pense que le parcours qu'on choisit, ou qu'on ne choisit pas, hein, parce que des fois, on ne le choisit pas. Des fois, on se rend compte que ça nous a été imposé sans s'en rendre compte. On avait un père qui disait l'important c'est un fonds de pension, une mère bourrée d'inquiétude tout le temps. Ça fait que là, on finit par être des gens très, comprends-tu, des gens super straight, là, qui mettent de l'argent de côté quand ils ont 12 ans, puis telle affaire. C'est un modèle, moi, il y en a dans mon entourage, c'est des gens qui sont absolument pas moins heureux en rien. Est-ce qu'ils ont des rêves inassouvis par définition? Je pense pas que personne rêve d'être prudent. C'est pas genre, moi, mon rêve, c'est d'être prudent. Non. Être prudent, c'est un truc qui se rajoute puis qui fait que tes rêves ont plus ou moins de chances de se réaliser. C'est que ça, il faut quand même le voir. Donc moi, je pense que pour toutes sortes de raisons, j'ai une psychologie où mon besoin de liberté il est très, très, très grand. Moi, j'ai été célibataire la plupart du temps dans ma vie. Ça ne m'a jamais causé le moindre trouble. Je n'ai jamais associé être célibataire comme être sur le chômage. C'est un état qui me convient parfaitement. J'aurais pas dit ça à l'âge de mon père. Je l'ai parlé dans Angle mort cette semaine. J'aurais pas dit ça à l'âge de mon père parce qu'à cette époque-là, être célibataire, c'était vraiment être tout seul. Tandis que moi, quand le monde dit depuis quand tu es tout seul, je réponds, je suis jamais tout seul. C'est-à-dire, je suis tout seul, oui, notamment cette année, là, mais je suis pas seul en voulant dire le sens de la solitude. Moi, je vis pas ça. Je vis ça zéro. J'ai pas ce. Je suis pas ennuyeux, j'ai rien de ça. Ça fait qu'à quelque part, je suis bien fait parce que j'ai ça d'un côté, puis ça me manque pas de l'idée d'être en couple, etc. Même, je pense que j'ai toujours eu de la misère avec ça. C'est pas juste, ça me manque pas ça. Je pense que j'ai de la misère avec ça. Je pense qu'il y a quelque chose chez moi qui... j'ai toujours eu un certain... le mot est peut-être fort, mais c'est ça, mais un certain mépris pour la dépendance affective. J'ai toujours comme, tu sais, fait... Je trouve ça cheap, tu sais. Puis c'est pas correct, puis je le dis parce que c'est pas réellement ce que je pense. C'est des états d'âme que je vois que j'ai déjà eu plus jeune. Mais parce que moi, je n'avais pas ça. Ça fait que, tu sais, à quelque part, je me plais à dire que dans la vie, on ne cherche pas à donner ce qu'on ne cherche pas à recevoir. Ça fait que si moi, que vous fêtiez mon anniversaire, ça n'a pas d'importance, bien, attendez-vous à ce que je ne me souvienne pas de la date de votre anniversaire. Tu sais. Ça fait qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de psychologie dans qui on devient. À la rigueur, c'est peut-être juste ça. C'est-à-dire que action-réaction. Tu sais, comme je vous dis, il y a des parents, des fois, qui essaient de, inconsciemment même, de nous encarcaner dans un certain style, supposément pour notre mieux. Puis on réagit à ça ou pas. Moi, je sais que ma mère était très ne pas déranger. Puis moi, ben, je suis devenu particulièrement dérangeant. C'est que peut-être qu'il y a une réaction inconsciente de dire « Hey, je ne deviendrai pas de même. » Tu sais. Bref, les raisons de qu'est-ce qui fait qu'on devient une personne, c'est très psychologique. Donc, c'est pas juste oh, « Moi, j'avais le goût de... » Faut arrêter, là. C'est pas juste ça, là. Tu sais, c'est vraiment comme des profils, j'appellerais, des profils. Bon. Donc, moi, j'avais besoin d'énormément de liberté, énorme. Je viens d'une famille de 4 enfants, où est-ce que mon père... Moi, je pense que je viens d'un genre de perfect storm. J'ai été élevé dans des conditions pour former quelqu'un de très, très autonome, de très indépendant. Parce que ma mère était à la maison, mon père voyageait sur la route, partait le lundi matin, revenait le jeudi en fin d'après-midi.
On était 4 enfants, j'étais le dernier avec 2 grandes sœurs. Donc, comprenez-vous, moi, j'ai des femmes dans ma vie depuis ma naissance. Pour moi, c'est pas un mystère, les filles. C'est pas surprenant que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Moi, si j'étais une fille », puis que je vois des choses que les gars s'aperçoivent peut-être même pas. T'sais. C'est une psychologue qui m'avait dit ça, entre autres. C'est pas un hasard. Après ça, puis ça veut pas dire que ce que j'écris, c'est des essais. Ça fait qu'on voit ça de la même façon ou pas. Ça n'a pas rapport avec la nature du propos, ça a rapport avec l'intérêt. Clairement, moi, je vois quelque chose. Bon. Puis ça fait en sorte que, tu sais, j'avais pas un père écrasant. Il était comme littéralement pas là, mais il était assez là pour dire que moi, j'ai eu un père, à défaut d'être physiquement présent, mais qui a fait parfaitement son travail. Mais elle, au contraire, big time, tu sais, j'ai eu les 2 grandes sœurs, un frère, tu sais, beaucoup d'attention, beaucoup de valorisation, marque, tu sais. C'est ça. Je pense que j'ai été très comblé, ce qui est une chance, parce qu'il y a des gens qui ont vécu l'exact inverse. Ça fait que c'est tough pour eux autres, parce qu'ils partent dans la vie avec une espèce de combat que moi j'ai pas eu. Ça fait que ça m'a rendu très autonome, c'est que je pense que j'ai pas... quand je vous dis que je ne suis pas dépendant affectif, j'ai pas eu besoin d'aller chercher ailleurs quelque chose, ou, pour être très précis, j'ai pas eu à accepter les compromis pour combler une dépendance. Je pense vraiment que c'est là que ça se joue, le plus précisément que je peux le voir. C'est être dépendant affectif jusque-là, bon, who cares, mais c'est que ça nous fait accepter ce qu'on ne devrait pas. Alors, tout ça pour dire que dans le domaine professionnel, je crois que c'est exactement la même dynamique. On est à la même place. C'est-à-dire, on dit souvent, on est, N''EST, on est selon la confiance qu'on a en soi. Mais c'est vrai dans nos relations personnelles, affectives, puis c'est vrai dans notre travail. Donc, si moi, le degré de compromis que j'étais prêt à faire pour avoir un emploi stable était trop grand, ce qui a toujours été le cas, bien, c'est comme si on est bien fait. Si ça, on ne l'accepte pas, c'est qu'on accepte le stress d'être à son compte puis d'être un pigiste, un électro libre. Ça fait il faut vraiment voir ça en partant. Avant de dire qu'est-ce qu'on devrait faire, il faut voir qu'on est un peu déterminé. Hein? C'est un courant en philosophie qu'on appelle le déterminisme, c'est-à-dire on a beau faire à croire qu'on choisit, on ne choisit rien. Ça fait qu'on peut prendre des exemples sociaux, c'est-à-dire le bandit, est-ce qu'il vient d'une famille de bandits dans un quartier de bandits? Bon, ben quand même, on dirait c'est plate, tu aurais pu devenir médecin? Oui. Techniquement, il aurait pu devenir médecin. Dans la vraie vie, il est devenu bandit parce que tout l'a appelé à ça. C'est que ça, on appelle ça du déterminisme. Ça fait qu'on en a tous, je ne sais pas jusqu'à quel point. Est-ce qu'il y en a, est-ce que c'est toujours la même chose, mais on y réagit différemment? Est-ce qu'il y en a qui reçoivent plus d'influence, d'autres moins? Là n'est pas la question, je n'ai pas d'expertise, mais ça existe. On n'est pas libre de tout ce qu'on fait. Bon. Ça fait que, une fois que tu as vu ça, en tout cas moi, pour revenir sur mon parcours, ça a fait que j'ai choisi sans jamais me demander, jamais, est-ce que je suis capable de faire ça? Moi, c'est une question que j'ignore. C'est malade pareil, hein? Je suis jamais en train de me demander, je suis capable de faire ça? Ma seule question, c'est ça m'intéresse ou pas. J'étais à l'Université Laval, je montais des spectacles au théâtre de la cité universitaire avec l'éclairagiste, le gars du son, je faisais la mise en scène, je faisais un numéro, je faisais la pub, je faisais tout. Pas une fois, je me suis dit, hey, je suis capable de remplir ça, moi, 400 personnes. Aujourd'hui, je ne remplis même pas 400 personnes. J'ai déjà fait, mais là, tu sais, avec mes shows live, j'ai recommencé, là, ça a arrêté. Là, d'après moi, en avril, je vais être capable de recommencer à Québec, là, je vous en avais parlé. J'avais parlé de la date du 19 mars, là, je ne l'ai pas mis en vente parce que ça ne sera pas ouvert. Ça fait que je pense que ça va tomber à quelque part en avril. Hier, j'ai parlé au gars de la salle, justement. Ça fait que, tu sais, c'est comme, on est 50. Puis, ou quand je vais faire 100 billets vendus, là, je vais être content à tabarouette. Ça fait que, comprenez-vous, tu sais, moi, j'étais à l'université, on dit, on va vendre 400 billets, let's go. Puis la salle était presque pleine. Des billets à 10$, vous direz, peu importe. Peu importe. Les billets Patreon, c'est ça. 20$, c'est moitié prix. Ça fait que, tu sais, c'était comme, c'est coquille de ma part. C'est vraiment genre, non, au moins on le fait, on va le go, c'est tout. J'ai toujours été de même. Ça fait que oui, d'un côté, j'ai eu la confiance pour le faire, puis de l'autre, ben c'est comme cette espèce de besoin de liberté-là faisait en sorte que, moi, abandonner mes jobs, même étudiant, j'ai eu plein de jobs. Puis je les ai tous laissés. J'ai laissé une job, ma première job à 16 ans, c'était chez Alex Coulombe, l'usine Pepsi à Québec. Puis je suis resté 3 semaines, j'ai fait, c'est insupportable. Après ça, j'ai travaillé aux distributions consommateurs pendant 2-3 ans à temps partiel. J'ai switché pour le sport expert. J'ai arrêté aussi parce que je venais d'entrer en droit. Pendant mes études de droit, je l'ai fait, mais à un moment donné, en tout cas, bref. Tu sais, j'ai comme... Pour moi, c'était comme ciao bye, là, tu sais, vraiment.
Puis après, ben, je suis arrivé à Juste pour rire parce que j'ai écrit à Gilbert Rozon, direct, que je connaissais pas pantoute. J'ai dit, moi, je veux travailler à Juste pour rire, puis je lui ai conté ça. Ça fait que dans mon cas à moi, étant donné que mon background, étant donné que, tu sais, je viens d'une famille où il y avait beaucoup de stabilité, ce qui m'a permis... Meryl Streep dit ça dans l'excellent film Les Ponts de Madison, à la fin, elle dit, quand tu as des enfants, elle dit, tu t'enracines pour qu'eux autres s'envolent. Tu sais. C'est malade quand on y pense, c'est exactement ça. Moi, chez nous, mes parents étaient dédiés à la cause familiale. Là, tu sais. Je veux dire, pourtant, tu sais, ils ont voyagé, tout ça. Ils ont fait vraiment une très, très, très belle vie. Là. Mon père est décédé, maman est encore vivante, puis elle va avoir 89 ans là, dans une semaine. Mais il était très dédié, comme la formule classique, si on veut. Là. Énorme, 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 énorme. Ça fait que les enfants profitent de ça. C'est comme, effectivement, tu deviens solide, tu deviens bon. En tout cas, pour ceux qui ont vécu ça, encore une fois. Ça fait que moi, ça n'a pas été une question, la stabilité, telle affaire, parce que ça ne m'habite pas en partant. Comprenez-vous où je m'en vais avec ça? C'est que si vous êtes au plan personnel vraiment entiché de la gestion du risque, de faire en sorte que le risque soit calculé, contrôlé le plus possible dans tout. Puis il y a plein de monde de même, puis il y en a beaucoup, ça l'a réussi très bien. Mon ami Red Fred, là, c'est comme, tu sais, je veux dire, il va au restaurant puis il demande c'est quoi ton gros vendeur. Tu sais, moi, je trouve ça gênant, là, je trouve ça fait cheap. Mais c'est quoi ton gros vendeur? Mais il a raison, tu sais. Je veux dire, les serveurs vont dire, ben ici, ce qui sort au bout, c'est le spaghetti. Spaghetti boulette de viande, le monde aime ça à mort. C'est comme les étoiles dans Google puis les étoiles dans Amazon. Si tout le monde en prend, les chances de se tromper sont rares. Mais ça, c'est pas le propre de quelqu'un de libre qui dit « Ah, je vais faire un essai, je vais essayer, j'ai jamais essayé telle affaire, ça a de l'air bon. » Oublie ça. C'est le propre de quelqu'un qui, partout dans sa vie, gère le risque. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On gère le risque. On magasine longtemps. Ce qu'on veut, c'est ne pas se tromper. J'en parle beaucoup dans Soyez compris. Je pense que j'en ai déjà glissé un mot aussi, c'est qu'ils ont déterminé qu'il y a un nombre, littéralement, de choix qu'on nous propose qui est optimal. C'est entre 9 et 12, si je me souviens bien. Donc, quand tu as entre 9 et 12 choix de quelque chose, tu as l'impression que tu as eu assez de choix pour prendre une bonne décision. Parce qu'au-dessus de 12, c'est comme « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour prendre la bonne décision? » Puis en bas de 9, c'est « Ouais, mais là, il y en a juste 7. Il y a juste 7 pots de marmelade. Là. Moi, il y en a-tu d'autres? Il y en a-tu, tu sais, comprenez-vous? » Fait qu'ils ont fait une étude là-dessus. Je dis marmelade parce que ça a été fait avec des marmelades. C'était des magasins, ils rentraient des clients comme ça. Puis là, des fois, ils en mettaient plus, des fois, ils en mettaient moins. Puis après, ils leur demandaient, trouvez-vous qu'il y a assez de choix? Pourquoi? Puis ils ont déterminé que, règle générale, les gens, il y a un nombre qui tourne autour là, de 10, là, qui fait que quand tu as 10 choix, bon. Ça fait que moi, je ne suis pas de même. Moi, je me souviens que, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi je regarde le menu quand je vais dans un restaurant? De un, je peux me faire conseiller. Fait que c'est très vrai, c'est pas nécessairement la gestion du risque, c'est aussi d'avoir un conseil de quelqu'un qui connaît ça. Plus rien à voir avec le risque, parce que le risque demeure, peut-être que j'aimerais pas ça. Puis de deux, ben c'est que je suis dans une pizzeria, moi, là. Ça me donne quoi de regarder les pizzas, là? Me semble, tu regardes dans les airs, puis tu fais pepperoni, piment vert, me semble. As-tu des trucs un peu pétés, mettre là-dessus? Ah ouais, des anchois, j'aimerais goûter à ça. Tu sais, pourquoi on regarde le menu? C'est n'importe quoi. On essaie de se rassurer dans notre choix. On essaie de voir ce qu'il y a, on le sait, là, tu sais. C'est qu'à moins que tu ailles dans un nouveau resto avec plein d'affaires flyées, il y a plein de restos de base. Tu vas chez Normandin. Pourquoi on regarde le menu au Normandin? C'est une aberration. Pourquoi? C'est pizza, poutine, poulet barbecue. Au pire, tu poses la question, tu le sais. Mais on le fait tous. Moi aussi, là, inquiétez-vous pas. Mais, alors, donc, ça dépend beaucoup de votre profil. Fait que ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment du genre qui gère le risque, qui n'aimait pas l'incertitude, etc., c'est sûr que je vais vous dire que vous allez de toute façon mal vivre avec l'idée d'être à votre compte, de vous lancer en business, telle affaire. Vous allez trouver ça difficile. C'est pas impossible, parce que les meilleures équipes, c'est les équipes qui sont composées de gens très différents. Moi, je pense à Ricardo, qui était un de mes partenaires de mon classeur, puis ensemble, on était vraiment les deux forces les plus opposées sur les 4. Tu avais Dom un peu dans le milieu, puis Seb était vraiment de mon bord, tu sais, au niveau du thinking. Mais c'est cette force-là qui a beaucoup créé mon classeur. Il t'avait le gars qui était vraiment le gars d'opération, puis le gars d'idéation, puis de com. Puis ça faisait souvent des frictions, mais honnêtement, on a beaucoup porté la concrétisation du projet, les gros coups.
c'est souvent nous autres qui les a faites, tu sais. Le changement d'interface, c'était Ricardo. Un bon coup de pub, tout à coup, qui amenait plein de nouveaux membres, c'était moi. Les deux autres ont été moins là. Ils ont été moins là. Ça fait que tu sais, à un moment donné, tous les associés sont utiles, puis chacun a sa job, mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes du genre, qu'il y a un côté qui vous attire, entrepreneur, mais que ce n'est pas votre profil, parce que vous gérez le risque, vous êtes quelqu'un d'opération, vous êtes quelqu'un de détail, par exemple. Ça aussi, habituellement, ça va tout ensemble. Bien, je ne vous dis pas, oubliez ça, puis allez-vous-en au ministère du Revenu. Je vous dis, trouvez absolument quelqu'un qui vous complète. Moi, ma comptable, ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Puis Martine, c'est le genre, ouais, mais là, en tout cas, là, ça, je sais pas, il faut faire attention tout. Tandis que moi, c'est, hey, devine quoi, là, je viens d'avoir un appel, si je vais avoir un autre contrat, oups, ça marche pas. Ouais, c'est pas grave, le lendemain, j'ai un autre appel, je viens de poser une mine, j'ai envoyé un CV, ah ouais, on est partout. Ça, c'est moi. Mais heureusement que Martine n'est pas de même. Heureusement qu'elle, c'est comme, ah, ben j'avais prévu le coup, j'ai envoyé des acomptes provisionnels. Moi, je suis géré de A à Z, là, depuis toujours, là, tu sais, puis ça coûte cher, ça coûte... franchement, là, j'ai déjà eu beaucoup plus d'opérations pour le prix que je paye. Mais je n'ai jamais remis en question le cachet. Pourquoi? Pour un calcul hyper simple, c'est que si c'était moi qui faisais ça, ça serait tellement tout croche que ça me coûterait à quelque part, anyway, le prix que me coûte Martine. Puis au-delà de ça, je m'entends super bien avec elle depuis le jour 1, puis on a bien du fun, là. Mais c'est ça. Ça fait que tu regardes le prix, tu fais « Oh mon Dieu, tu payes cher la comptabilité personnelle. » Puis, je veux dire, il reste qu'elle envoie les factures, elle surveille si le chèque est rentré. Écoute, elle en fait. Je ne suis pas une grosse business, je suis juste moi avec mes bébelles, mais il reste qu'elle est très utile. Mais elle se rembourse, là, ou elle se rembourse, parce que je connais mes lacunes. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que si vous n'êtes pas entrepreneur, puis qu'il y a un projet que vous rêvez, puis vous dites ça, je pourrais peut-être en vivre, décoratrice, podcast, n'importe quoi, lancer un produit. Moi, jamais je vais vous décourager de faire ça, bien entendu. Je suis l'exact contraire. Mais si ce n'est pas dans votre nature d'être foncé, être entrepreneur, lancer des projets, il faut absolument que vous soyez avec quelqu'un qui est de même. Parce que sinon, vous ne dormirez pas. Puis de la même façon, les gens qui sont comme moi ont besoin absolument d'avoir... Moi, j'ai toujours dit, si j'avais été avec du monde un peu zwing-zwing, j'aurais lancé mon classeur à la télé en mars 2004. Ça aurait duré 6 mois. On aurait eu plein d'inscriptions, ça aurait planté, ça n'aurait pas été réparé, ça aurait été 6 mois, j'aurais pas su quoi faire. Puis pouf, 6 mois plus tard, ça aurait été « Ah, moi j'ai déjà eu un projet de site de rencontre, là, ça a fait une bonne chronique. » C'est tout. Ça ne serait pas devenu une vraie business, qu'on a tous lâché nos jobs, ça a duré des années. Jusqu'à temps qu'on se fasse ramasser, mais ça, c'est la vie. Voyez-vous, juste dire ça, c'est la vie. Je pourrais dire, là, je pourrais passer, là, en tout cas, Tinder nous a... Blablabla. Tu sais, non, j'ai fait comme, c'est plate. J'ai eu des nouveaux actionnaires, on a relancé le site, ça n'a pas marché. On a tous très bien travaillé. Il était trop tard, le bulldozer nous a rentré dessus. Comme tous les autres sites, pareil. C'est où Réseau Contact aujourd'hui? Nulle part. Bon. Ça fait que c'est la même affaire. Ça fait que je vous dirais que si c'est votre profil psychologique, si c'est votre genre d'être très prudent, allez vers une job de même. Si vous voulez quand même partir votre projet, etc., trouvez quelqu'un qui vous complète, donc qui est un entrepreneur, qui prend des risques, pour qui tout est toujours positif, let's go, puis c'est pas grave, puis telle affaire. Une nature un peu chien fou, là, je me décris de même. Ces deux-là font une très, très bonne équipe. Maintenant, si vous dites, OK, ouais, dans le fond, moi, je vais avoir une job, puis je peux me réaliser ailleurs, parce que ça fait partie du propos aussi. Des gens qui vont dire, ben moi, j'ai une famille, par exemple. J'ai pas une job spectaculaire, mais j'ai le chèque qui rentre aux 2 semaines, puis mon trip, c'est mes enfants, puis on fait une vacance dans le sud à chaque été, on part 2 semaines, puis moi, c'est le même. Moi, je me réalise, moi, j'ai pas d'enfants. Mais ça, c'est parfait. Ça devient, tout à coup, on voit ça autrement. C'est sûr que vous vous doutez que moi, cette semaine, je vais vous parler beaucoup de l'aspect professionnel, parce que je ne peux pas vous parler de l'aspect familial. Mais il y a quand même là aussi des vases communicants. Parlant de vases communicants, pour tout illustrer ce que je vous dis là, moi, j'avais développé une petite théorie qui s'appelle justement la théorie des vases communicants. Mon observation, c'est la suivante. Dans la vie, on a tous du professionnel puis du personnel, puis on a tous le goût d'aventure et de sécurité. OK, ça, là, c'est tout le monde. Mais les degrés varient. Quand vous voulez savoir qu'est-ce qui vous convient le mieux ou qu'est-ce que vous voulez éviter, parce que ça aussi, c'est une bonne question, c'est une bonne façon de l'aborder. Vous n'êtes pas obligé de juste dire « Ah, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui me convient. » Ça pourrait être aussi « Ne tombe pas dans ce piège-là. » Bien, ma théorie des vases communicants peut vous aider. Regardez bien. Vous avez des vases ici, là, qui sont, c'est comme abscisse ordonnée, là. Vous avez sécurité,
aventure, puis vous avez stabilité, sécurité, aventure, vous avez professionnel et personnel. Et ce qui est hallucinant, pensez-y, là, ce qui est hallucinant, c'est que si dans ta vie personnelle, tu as besoin de beaucoup d'aventures, dans ta vie professionnelle, tu vas vouloir beaucoup de sécurité. Et vice-versa. Si dans ta vie personnelle, il y a beaucoup de sécurité, tu es marié, puis tu as l'affaire, dans ta vie professionnelle, tu vas avoir beaucoup d'aventures. En un mot, la secrétaire, elle veut faire du bungee la fin de semaine. Elle veut planifier sa vacance. Elle veut une relation où ce que son chum le surprend à l'affaire parce qu'elle est secrétaire. Tous les jours sont pareils, elle rentre à la même heure, elle tape des lettres, elle répond à des téléphones, elle fait du Microsoft Word, elle rentre des affaires en fichier Excel, elle fait des payes, elle retourne chez eux à 5 heures. Comprenez-vous? Sa vie, elle, le vase sécurité, là, il est complètement plein à craquer. Donc, elle veut de l'aventure. Mais elle ne peut pas avoir l'aventure dans le professionnel. Comprenez-vous? C'est figé, c'est un ou l'autre figé dans une colonne, mais dans l'autre colonne, les proportions sont inverses. Donc, moi, regardez, c'est pas compliqué. Moi, je suis super pépère. Moi, j'ai toujours dit que je suis un banlieusard du centre-ville. Moi, j'aime l'effervescence du centre-ville. J'aime être proche de tout. J'aime ça pouvoir dire qu'à une distance de bras, il y a l'univers. Moi, ça me fait triper tout le temps. J'ai toujours été dans les centres-villes depuis que je suis à Montréal. Ça fait 25 ans, presque 30 ans que le pire, c'est que je suis allé à Outremont. Puis après ça, ça a été juste là, puis en arrière. Puis j'ai toujours été ici. Tout le temps. Fait que dans ma vie personnelle, je suis extrêmement routinier. OK? Malgré ça, extrêmement routinier. C'est-à-dire que je suis dans une effervescence autour, mais moi, écoute, tout le temps dans mon quadrilatère, je sors au même bar, j'ai des amis de longue date, comprenez-vous? Ma vie personnelle, là, honnêtement, là, ça a l'air comme si, genre, le gars est célibataire, OK, puis il y avait plein de filles, puis telle affaire, oui, mais pour moi, ironiquement, c'est très stable, c'était très pépère. C'était pas genre let's go. C'est que moi, ma vie personnelle, je trouve qu'elle est extrêmement stable. Je suis très discipliné, le gym, le mange bien, telle affaire. Comprenez-vous? C'est très, très droit, mon affaire. Puis de l'autre côté, bien, c'est quoi ma vie professionnelle? On ne peut même pas la décrire. Voyez-vous, tantôt, là, je fais une chronique à Trois-Rivières. Juste quand je vais avoir fini avec vous autres, là, je fais une chronique à Trois-Rivières. Robert Pilote m'a appelé de Cogeco Trois-Rivières à 13h20. Puis c'est toujours la même question. Il dit, je te présente comment? Il dit, je dis-tu que tu as écrit le livre Soyez compris? Hey, je ne peux pas dire que c'est pas... J'ai fait plein d'affaires. Ben c'est ça. J'ai tellement fait plein d'affaires, ils ne savent même pas comment me présenter. Fait que je dis, ben, tu diras que je suis chroniqueur quotidien à Cogeco FM 93. Comprends-tu? C'est toujours été de même. Ma vie professionnelle, c'est une aventure sans fin, aucun filet, des bonnes années, si ça. C'est sûr que des fois, je suis tanné. Je vais avoir 55 ans, là. Ça fait que Dieu merci, là. Regardez, c'est pas parce que ça va mal. Mais il reste que, à un moment donné, j'aimerais ça arrêter de dire, c'est tout le temps des petits contrats de radio. J'aimerais ça, ah ouais, c'est ton émission. Puis, tu sais, j'aimerais ça avoir de la stabilité. Avec Saillant, ça fait 15 ans que je travaille avec eux autres. 15 ans. Mais en même temps, on n'a jamais eu de contrat. Mais ça donne que ça fait 15 ans. Ça aurait pu faire 1 an. Tu sais, comprenez-vous? Ça fait que moi, je le supporte bien, ça. Mais il y a du monde qui peuvent mal le supporter. Donc, le premier truc, c'est vraiment d'aller vers des gens qui nous complètent bien si vous avez un projet. Ça fait que les vases communicants, c'est pas pour vous empêcher de faire quoi que ce soit. C'est juste pour que vous dites, ah, c'est vrai. Moi, je suis ultra stable dans ma vie personnelle. Du moins, c'est ce que j'aspire. Donc, c'est pas vrai que ça me prend un job stable. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que vous ayez une vie stable partout. Là, à un moment donné, ça va vous rattraper. Vous allez dire, vous allez être en manque de projet, en manque d'excitation, en manque de réalisation. Ça n'a aucun sens. C'est que vous ne pouvez pas avoir une job au gouvernement, la petite famille droite comme une barre, pas de voyage, pas rien, pas d'amis, on fait nos petits soupers, on essaie de ne pas dépenser. Je veux dire, c'est une tuerie. Puis ça ne vient pas avec du budget, ça. Les profils, là, tu peux être raide pauvre, mais tu as quand même besoin d'avoir de l'aventure à quelque part et de la sécurité ailleurs. C'est juste qu'ils ne se mêlent pas tous dans la même affaire. J'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Maintenant, si j'ai des recommandations à faire, là, on examine un peu, c'est quoi la réalité par profil, etc. Mais si j'ai des recommandations à faire, je vous dirais que vous devez absolument, quel que soit votre profil, penser à ce qu'on appelle le coût d'opportunité, que moi, j'ai transféré dans l'expression le coût de renonciation. Le coût d'opportunité en économie, c'est que quand tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose. En un mot, il y a un coût d'opportunité de dire je mets de l'argent en bourse parce que cet argent-là n'ira pas ailleurs. Même Jeff Bezos, l'homme le plus riche au monde, une fois qu'il aurait placé son immense richesse, il n'y a plus d'argent. OK? Ce n'est pas illimité.
On appelle ça le coût d'opportunité. Moi, j'appelle ça le coût de renonciation. C'est-à-dire que si vous êtes du profil Pierre-Yves McSween, puis que vous dites, hey, quand tu es jeune, mets de l'argent de côté, parce que comme ça, quand tu vas être plus vieux, tu vas avoir du cash, puis tu vas être capable de dire non, puis telle affaire, ce qui est tout vrai, il reste que à ça, il y a un coût de renonciation. Il y a un coût d'opportunité. Mais il y a aussi son corollaire, l'inverse douteux, de l'autre bord de la médaille, le coût de renonciation, c'est-à-dire renoncer à des projets. Si, dans ta vingtaine, tu dis, moi, je ne fais pas de voyage, je mets de l'argent dans mes REER, parce qu'à 45 ans, je vais être super, comme son dernier livre, bien, il y a des projets dans la vingtaine qu'on ne fait pas de la même façon plus tard, puis des fois qu'on ne fait plus jamais. Fait que je m'excuse, mais c'est pas vrai qu'à 45, 50 ans, tu vas prendre ton pack-sac, aller dans une auberge de jeunesse en Thaïlande. C'est pas vrai. Je veux dire, même moi, quand ma soeur m'a invité dans le temps des fêtes pour le réveillon, elle est à Repentigny. Elle dit, elle dit, si tu veux, tu pourrais coucher à la maison, puis je n'ai même pas laissé finir sa phrase. Non, 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 moi, c'est fini, là. Je l'ai fait, ce bourlinguer, puis à Paris un an de temps. J'ai tout fait ça dans ma vie. Coucher là-bas, puis aller à Québec, puis si, puis... C'est comme c'est fini, c'est terminé. Je l'ai fait même 10 fois plus longtemps que la moyenne des ours. Ça ne me rendait pas malheureux, c'était juste, j'étais très... Moi, je n'étais pas regardant là-dessus. Là, du coup, on se promène, j'avais ma moto, tu sais, j'étais très... Mais là, c'est fini, là, ça ne me tente plus. Mais pourquoi? Il y a une question d'âge, il y a une question de confort, une question que, ça ne me tente plus. Mais à 20 ans, tu ne te poses pas la question, c'est pas grave. Je l'ai faite, moi, en auberge de jeunesse. Puis, je veux dire, j'ai trouvé ça super, là. C'était comme, wow, mais penses-tu que je retournerais dans mon 6 lits dans une chambre à Venice Beach, en Californie? Ça fait que, tu sais, oui, je dormais bien, puis tout, mais j'avais 20 ans. J'avais 21 ans, pour être précis, je pense. Tu sais, comme, regarde. Ça fait qu'il y a un coût de renonciation. C'est-à-dire que si vous dites, OK, ouais, j'ai bien compris, c'est vraiment mon genre d'avoir une job stable, etc., vous allez renoncer à des choses. Je vous souhaite juste pas que ça vous rattrape. Parce que moi, si je vous dis mon profil, dans mes finances, ma préparation à une éventuelle retraite, je dis éventuelle parce que moi, je sais pas pourquoi j'arrêterais de travailler. Ça va être parce que les gens ne veulent plus jamais écouter rien ou qu'ils m'engagent dans rien. Un jour, je vais être vraiment trop vieux, mais pourquoi moi, je dirais, je prends ma retraite dans 6 ans, là. De quoi? De quoi? C'est quoi ma job? Mon comptable m'avait dit ça en joke. Il dit, Marc, pour parler de retraite, encore faut-il avoir une job? Ma job, c'est PMAB. C'est quoi la différence? T'sais, moi, j'ai choisi ça. Moi, j'ai choisi ça. Ça me convient. Ça m'a toujours convenu. Ça me convient encore. Mais il reste que il y a chez moi cette espèce de valeur-là que j'appelle la valeur que j'accorde au souvenir. J'accorde la valeur au souvenir. Quelle valeur accordez-vous au souvenir? Puis ça, c'est une question hyper importante parce que ça ne se chiffre pas. On ne peut pas chiffrer le souvenir. Moi, je ne peux pas vous dire combien ça vaut l'année que j'ai passée à Paris, où j'ai réalisé mon plus grand rêve. Ça a pris 5 ans, j'ai cogné à toutes les portes. Tout le monde ne voulait rien savoir. Qui ça, Marc Boilard? Ou au contraire, on le connaît, ce gars-là. C'est quoi le rapport qui va donner des shows à Paris puis faire rire du monde? Ça a marché. Après 3 mois, 3 mois virés en un an, c'était même pas prévu. J'ai vécu un rêve absolu. C'était des petites salles. Mais quand même, j'ai été à l'affiche sans représentation à Paris. C'est extraordinaire. Mais c'est des souvenirs à vie, j'y pense tous les jours. Mais combien ça vaut, ça? Techniquement, ça ne se revend pas. Donc, on pourrait dire que ça vaut rien. Ce qui ne se vend pas, ça vaut rien. Bien, pour moi, ça vaut énormément. Ça fait que si j'avais choisi, pour des raisons financières, de ne pas passer cette année-là, qui a coûté de l'argent, je ne suis pas sorti de là avec des chèques, j'ai fait un chèque. Puis donc, de ralentir ma progression financière de telle affaire ou peu importe, bien, aujourd'hui, ce serait un des projets qui ferait partie des choses que j'aurais aimé faire et que je n'ai jamais faites. Puis oui, j'aurais plus d'argent dans mes poches. Est-ce que plus d'argent dans mes poches voudrait dire que je ferais nécessairement plus de choses qui compenseraient? Est-ce que j'aurais vécu autre chose qui aurait été mieux? Écoute, on ne peut pas le dire. Mais je peux juste vous dire que moi, j'ai fait un checklist, si tu veux, sans jamais l'écrire, de tout ce que je voulais faire dans la vie. Puis je l'ai tout fait. Je l'ai tout fait. Ça fait que c'est sûr que ça vient qu'un prix. Je suis moins riche que j'aurais pu. Je pourrais être plus riche que ça aujourd'hui si j'avais eu un parcours linéaire. Ça fait que si pour vous autres, c'est important d'atteindre un certain objectif financier, etc., c'est pas moi qui vais vous dire de ne pas le faire, bien au contraire. Mais je suis conscient que j'ai payé le prix de pouvoir dire que quand même qu'on m'annonce que j'en ai pour 3 mois à vivre, j'ai fait tout. Je suis devenu avocat, j'ai joué à Paris, j'ai eu un condo en Floride. Au plan personnel, vous n'avez aucune idée, les sorties puis le fun que j'ai eu, ma vie durant, c'est beaucoup plus tranquille depuis plusieurs années, mais c'est pas un hasard. Pourquoi je vous dis que je suis un genre de pépère
de banlieue, mais qui vit en plein centre-ville. J'ai tout fait, là. Puis, voyage, la même affaire. Quand tu vis un an à Paris, il y a un grand côté de ton aspiration au voyage. En tout cas, dans mon cas. Fait que c'est certain que je suis obligé dans la question, est-ce que c'est une job pour se réaliser ou bien c'est une job pour avoir des conditions? Je suis obligé de vous amener cette notion-là qu'on ne parle jamais. C'est-à-dire la valeur des souvenirs, la valeur des expériences, de pouvoir dire « j'ai fait ça ». Parce qu'à un moment donné, c'est fini. On passe à autre chose, mais faut-tu tout le temps se projeter en se disant « oui, plus tard ». Moi, j'en ai déjà parlé, mais je vais vous le rappeler quand même. Un comptable qui m'avait appelé quand j'animais en ligne ouverte. Mon Dieu, j'oublie son nom, habituellement, je le sais tout le temps, mais c'est comme Frédéric. Il avait dit « Marc, il dit, moi, j'ai été planificateur financier toute ma vie. Puis toute ma vie. Puis il dit, je suis récemment à la retraite. Puis il dit, moi, j'ai planifié les retraites de tous mes clients. Puis il dit, de tous mes clients qui m'ont dit, Rénal qui s'appelait, de tous les clients, aucune exception dans une carrière. Il dit, tous mes clients qui m'ont dit, Rénal, là, moi et ma femme, on se prive, mais ça va être pour faire ça plus tard. Il n'y en a aucun qui l'a fait. Zéro. Moi, ça m'a jeté sur le cul. Il dit, tous ceux qui disent, là, on ramasse de l'argent, puis d'ailleurs, tous les vieux que je connais, qui en ont du cash, puis qui font rien, c'est tous des vieux qui étaient inquiets, qui étaient bas de laine, qui étaient, on ne dépense pas. Puis même à la retraite, avec du cash à mort, ils sont continués de même encore, puis ici, puis telle patente, puis c'est comme hallucinant pour moi. Ça, pour moi, c'est hallucinant. Ça fait que c'est certain que ce choix-là que vous allez faire, de choisir entre une job safe ou une job qui correspond à des aspirations que vous avez ou autres, elle va être teintée énormément de votre profil psychologique, je l'ai bien dit. Puis ça ne vous empêchera pas d'être entrepreneur si vous êtes du genre safe. Trouvez juste quelqu'un qui va vous compléter, avec qui je vous annonce déjà, vous allez avoir de la misère. Ces profils-là sont tout le temps en train de se pogner, tout le temps. C'est « Caroline, t'es têteux, non, c'est pas de même, c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. » Puis là, oui, là, toi, on sait bien, tu vois pas ça. Ça crée des chicanes, entre guillemets, là, constantes, mais c'est ça qui fait que ça peut marcher. Puis, c'est quoi la valeur des souvenirs que vous vous donnez? Parce que si vous dites, OK, moi, vraiment, mon profil, c'est safe, etc., mais qu'en cours de route, ça fait en sorte que vous êtes juste frustré de ne pas avoir réalisé rien. Puis, n'oubliez pas que vous pouvez réaliser en dehors de la job. Comme je vous ai dit, j'ai focusé sur le travail parce que moi, c'est ce que je vis. Mais effectivement, vous pouvez focuser sur autre chose. Ce n'est pas un défaut de dire que vous nolisez vos heures actives sur semaine ou autre, là, selon votre horaire, puis que votre dada puis votre trip est ailleurs. Mais c'est juste que, je le nomme, mais j'ai un peu de misère avec ça parce qu'il est possible de vivre de ce qu'on tripe plus que jamais, tu sais. Ça prend du guts, puis... Mais je veux dire, tu sais, moi, là, tous les jours, là, au FM 93, je donne mon opinion sur ce que je veux. J'ai aucun sujet à titrer. C'est un peu hallucinant. Ça fait que tu le bâtis, puis oui, mais comprenez-vous, moi, j'en reviens même pas. Chaque fois, là, je fais comme, OK, je suis tout le temps nerveux là, avant que le micro ouvre, là, juste là. Je suis tout le temps nerveux. Je fais comme, OK, là, il y a une ville au complet, là, entre guillemets, là, mais c'est le FM 93 à Québec, là. C'est pas une radio communautaire au Nunavut, là. Puis là, c'est comme, bon, Marc, de quoi tu nous parles aujourd'hui de n'importe quoi? Je fais comme, ben ouais. C'est un privilège hallucinant. Ça fait que tout le monde, on est tout le temps en train de jaser de nos affaires avec nos amis. Moi, on me paye pour que je dise ça en ondes. Ça fait que moi, j'ai choisi ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit choisir ça, mais à quelque part, on passe le clair de notre temps à travailler. Le reste, c'est vraiment, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures, on le connaît. Mais des heures actives, là, sont au travail. Ça fait que je trouve ça un peu poche de se résigner à dire « Ouais, finalement, je ne suis pas certain. Je pense que je vais y aller safe. » Puis telle affaire, je trouve ça un peu poche. Je trouve que, moi, j'aurais eu peur que ça me rattrape. C'est ça que je veux dire en conclusion. J'aurais eu peur que ça me rattrape. C'est comme pas le conseil que je vous donne. Mais en même temps, tu ne peux pas faire fi du profil des gens, puis tu peux être éminemment heureux, puis tu peux préparer une magnifique retraite, puis la prendre jeune. Tu sais, ça a plein d'avantages, là. Moi, je vais travailler longtemps, là. À moins que tout à coup, il m'arrive un gros coup d'argent. Mais ça peut m'arriver. L'autre affaire, quand tu as ta paye fixe, tu ne peux jamais t'attendre à une surprise. Fait que pensez-y, ça aussi. À un moment donné, tu es à ton compte, il y a des années bidons, puis là, tout à coup, paf, il y a une espèce de gros coup. Bien, si tu n'es pas cave, nous autres, quand on faisait des gros coups, moi, ça allait direct sur l'hypothèque. C'est qu'il y a une coupe de chèques comme ça que j'ai accéléré mes affaires. C'est que, tu sais, tu fais comme, OK, je ne suis pas pauvre, mais je trouve que je suis en retard, comprenez-vous? Tout sauf malheureux. Parce qu'à quelque part, ce parcours-là, puis je vais vraiment vous laisser là-dessus. Je pose souvent une question très
très confrontante, puis c'est très rare que les gens, c'est bien plate ce que je vais dire, mais c'est très rare que les gens répondent à l'affirmative. Fait que je vous la pose, puis vous pouvez me répondre en commentaire en dessous du vidéo, dans le Patreon. Est-ce que votre vie vous ressemble? J'aurais pu commencer la vidéo avec ça. Est-ce que votre vie vous ressemble? Trouvez-vous que quand vous vous levez le matin, ce qui occupe votre quotidien, les gens avec qui vous êtes, votre conjoint ou les filles que vous fréquentez si vous êtes célibataire, toute votre vie, est-ce que ça vous ressemble? Parce que si ça ne vous ressemble pas, je suis très, très désolé de vous le dire, mais c'est certainement pas en disant que vous allez mettre de l'argent pour vos REER, puis que vous allez avoir une job stable, puis là, hey, mon fonds de pension, moi, puis c'est pas là, que la vie va... C'est pas un critère pour que la vie vous ressemble. Zéro, je retiens rien. Là. Ça fait que vous pouvez avoir une vie qui vous ressemble, très encadrée, avec beaucoup de sécurité, beaucoup de stabilité, ça pose aucun problème. Mais je fais juste vous dire, je vous souhaite que ce que vous allez choisir comme pattern, ou si vous décidez que vous voulez faire un changement, assurez-vous que c'est pour que ça vous ressemble. Pas que ça ressemble à ceux qui vous disent quoi faire, pas que ça ressemble à ce que votre mère voulait que vous fassiez, que ça vous ressemble. Puis c'est facile de répondre à cette question-là, parce que si vous répondez tout de suite « non, c'est pas vrai, ma vie ne me ressemble pas », moi je sais qui je suis, ma vie ne me ressemble pas, bien vous n'êtes pas sur la bonne track, je suis désolé. Il y a une autre track à prendre. C'est qu'il est-tu trop tard? Je pense pas. Ça dépend de l'âge. Si vous êtes jeune, c'est vraiment pas trop tard. Moi, je connais une fille qui est retournée au HEC en comptabilité à 37 ans. 37 ans, elle était toujours commis comptable, elle faisait des jobs, bon, ici, des patentes d'impôts. Puis elle a fait comme, non, là, regarde, moi, à un moment donné, là. Fait qu'elle est partie pour des années, là. Elle prend un bouchée double, ouais, puis. C'est 37, alors 40, mettons, quand elle va avoir fini 43, ouais, puis. Pendant ce temps-là, elle vit, elle travaille. Il y en a qui vont à la chasse, elle va à l'université. C'est fantastique. Mais pensez à ça. Pensez à ça parce que, après ça, choisir une job qui nous ressemble, changer de carrière, etc., c'est « Ah oui, il y a des risques, etc. » Je veux bien croire. Mais si la vie que vous avez ne vous ressemble pas, vous en allez vers où, là? Parce que la pire affaire, c'est d'être résigné. Moi, je n'ai jamais choisi d'être résigné. Je me suis dit, je ne serai jamais résigné. Jamais. Ça fait que je paye le prix. Parce que tu pousses, puis il y a des affaires que tu veux, puis ça ne marche pas. Mais je ne me résigne pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne me résigne pas. Sauf que ma vie me ressemble. Ma vie m'a toujours extrêmement ressemblé. La preuve, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Je fais des entrevues. Ils me disent, on te présente comment? C'est quoi ton titre? C'est quoi ça? À un moment donné, il y a un producteur qui m'avait dit, toi, tu es un genre de Marc Boilard. C'est ça. Ça peut-tu plus te ressembler? Non, c'est impossible. Fait que ça vient avec un prêt à payer, branding pas clair, etc. Je suis tout au courant. Mais ça me ressemble. Fait que je me dis juste, ça serait-tu ça le bon critère pour choisir exactement la voie? Est-ce que fondamentalement, quand je pense juste à moi, est-ce que ça me ressemble, ce job-là? Cette vie-là, ça me ressemble-tu? Pensez à ça, si ça vous tente qu'on en parle, ça va me faire plaisir. Salut, bonne semaine.